Alors bonjour, merci à tous d'être là, enfin le peu de monde Tous. qui est là. Je me présente, je m'appelle Mallory, j'ai 20 ans, je suis en dernière année d'apprentissage et je fais partie du Labo 24 et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir un jeune humoriste suisse qui commence à monter, Thomas Qui commence à Wiesel. plus être très jeune. Bonjour. Bonjour Thomas. Est-ce qu'en quelques mots tu peux te présenter? Je m'appelle Thomas Wiesel, ça tu l'as dit, j'ai 26 ans, je suis lausannois et ça fait 4 ans que je fais des blagues. Enfin plus, mais 4 ans que je les fais professionnellement. Ok, si on a un peu suivi ton parcours, tu as commencé par une HEC, ensuite Ouais. pour aller travailler dans une boîte qui n'existe plus, pour ensuite C'est pas ma faute. Enfin pas que Bien ma faute. sûr. Pour ensuite commencer à gentiment gravir les échelons du monde de l'humour. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es passé de HEC, un monde très sérieux quand même, au stand-up? J'ai fini les études, j'ai bossé un tout petit peu à temps partiel, j'ai réalisé qu'on se marrait pas autant qu'à l'université. Et puis j'ai commencé à écrire des textes, et je suis monté sur scène et puis après petit à petit, quand j'ai vu que ça prenait, j'ai quitté mon job. La boîte a fait faillite, donc j'ai bien fait. Et j'ai gagné quelques concours, j'ai fait quelques rencontres, j'ai joué de plus en plus. Et puis une fois que je pouvais gagner ma vie, je suis allé à fond. Et Et 3 ans plus tard, on est là au comptoir, devant des gens qui passent. est-ce que tu penses qu'un jour tu retourneras derrière un bureau? Est-ce que tu penses que l'humour, ça te passera? Je suis pas allergique au bureau, mais je pense pas que ce sera pour faire de la compta. En tout cas, après, je passe la majorité de ma journée derrière un bureau de toute façon, parce qu'il faut bien écrire tous ces trucs. La partie sur scène, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, mais c'est pas la majorité du temps qu'on passe malheureusement. C'est surtout devant une feuille blanche. Dans un boulot plus sérieux, ça m'étonnerait, mais si tout fout le camp et si j'ai plus de boulot, faudra bien que je mange. J'ai un diplôme que je peux utiliser, mais j'espère pas. Honnêtement, je touche du bois. Justement, tu as fait toutes ces années d'HEC. Est-ce que tu as un 3. peu... C'est pas, 3 années d'HEC. pas la folie non plus. Hein. Est-ce que tu as un peu le sentiment d'avoir perdu ton temps? Est-ce que tu as des regrets d'avoir fait ces études-là Des regrets, quelques-uns, mais perdre mon temps, je crois pas, parce que à 18 ans en sortant du gymnase, je savais pas ce que je voulais faire, et je pense pas que j'aurais eu la maturité ni les couilles d'y aller directement. Donc je pense que ça m'a permis de voir d'autres choses, d'apprendre un peu des trucs et de réaliser que c'était ce que je voulais pas faire. Parce que c'est aussi un peu par élimination qu'on procède des fois. Et non, parce que les années d'études c'était cool. J'ai pas perdu mon temps, j'ai fait des rencontres, je me suis amusé. Je suis tombé amoureux. Enfin non, il s'est passé plein de trucs pendant mes études qui ont fait que c'était pas du temps perdu. Après, je pense que j'aurais pu étudier autre chose, ça aurait été pareil. C'était peut-être pas le meilleur choix de carrière que j'ai fait, mais à 18 ans, j'oserais pas. Donc j'ai attendu 3 ans et c'était très bien comme ça aussi. Et est-ce que c'était un rêve de gosse de non pas gagner de l'argent en faisant des blagues, mais de faire rire les gens? Ouais, en privé, j'ai jamais vraiment été le clown, le mec très exubérant, mais j'ai toujours bien aimé écrire. Et non, c'est pas un rêve de gosse, parce que j'y ai pensé sur le tard. Je faisais un peu de l'impro, je faisais un peu des spectacles amateurs, dont j'espère toutes traces ont été effacées pour la postérité, mais j'ai jamais vu ça comme un boulot, c'était vraiment un hobby, et j'ai jamais pensé que tout d'un coup un jour, je me suis vraiment posé la question à 20 ans. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Et j'ai réalisé que c'était faire rire les gens, mais j'étais un peu con, je m'étais pas rendu compte plus tôt que c'était peut-être un métier, parce que pour moi ça n'existait pas. Enfin, il y en avait 5 qu'on voyait à la télé, mais c'était pas une voie. Enfin, on te parle jamais de ça à l'école, on te parle jamais de les trucs d'orientation. Sinon, il y a aussi humoriste. Non, donc bêtement, j'y avais pas pensé. Et quand j'y ai pensé, j'y croyais pas. Et j'ai commencé à y croire petit à petit, et maintenant j'y crois. Ouais. Puis finalement, est-ce que c'est jouissif alors de faire rire les gens? Oui, l'acte de provoquer le rire, c'est un truc assez puissant, mais que ce soit dans un groupe de potes ou dans une salle pleine. Alors dans une salle pleine, c'est moins la surprise parce qu'on t'a pris pour ça, et c'est plutôt l'inverse, c'est quand tu ris pas que tu paniques. Mais l'acte de faire rire les gens, souvent les gens disent que ça donne un sentiment de puissance, mais c'est vrai que là je fais crier les enfants. C'est des émotions différentes. Mais non, c'est un truc, c'est très bizarre et c'est très particulier. Déjà, c'est pas le cas aujourd'hui, mais dans une salle où tout le monde t'écoute, c'est un truc très flippant. Parce que si tu dis rien, il se passe rien. Si tu bafouilles, tout le monde entend que t'as bafouillé. Si tu fais rire, t'es content. Mais t'as une espèce de pouvoir, en même temps une grosse responsabilité. Et c'est ça qui fait très très peur au début, même dans les tout petites salles. Et je dirais même que plus la salle est grande, moins t'as peur. Parce que tu te dis, je vais au moins faire rire quelqu'un. En pourcentage, t'as besoin de moins ratisser large quand c'est une grande salle. Mais oui, c'est jouissif. Et c'est ça qui valide tout le reste, quoi.
Parce que c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de choses qu'on voit pas forcément et qui sont pas très faciles non plus. C'est un métier où tu es très solitaire. Donc l'acte de faire rire les gens, ça justifie toutes les heures de boulot. Et parfois, il faut justement se rappeler que c'est pas fini. T'as le premier gros éclat de rire et t'es tout content et t'es là, ah mince, faut que je finisse mon sketch, faut que je finisse mon spectacle, c'est pas fini. Donc des fois, on se perd un peu dans notre propre tête. À l'ère des humoristes 2.0, je pense à Norman, Cyprien, etc., tu as emprunté quand même une voix un petit peu moins connectée. Est-ce que tu penses qu'il est plus dur à l'heure actuelle de percer sans utiliser ces voix-là? Je pense que c'est un moyen de percer qui a été très bien utilisé par certains. Moi, si je l'ai pas fait, c'est simplement parce que je sais pas faire. C'était pas vraiment un choix. C'est que devant une caméra, là, il y en a deux. Je suis pas très à l'aise. Je suis pas le mec qui va faire salut, ça va. Je vais vous parler de. Enfin, j'ai un ton qui se prête un peu moins bien au truc. Je suis pas un comédien du tout. Je sais jouer que moi. Une palette qui va de moi fâché à moi content. Enfin, donc c'est pas trop mon domaine et j'ai jamais été très doué pour ça. Donc je l'ai pas fait instinctivement. Et comme le reste, ça a marché à mon rythme, j'ai jamais pensé. Là, on commence à faire des trucs sur internet avec d'autres humoristes qui s'appellent Carac Attack. Et c'est des petites vidéos, mais là encore, je suis un peu en retrait, je suis un peu figurant. Mais je pense que c'est moins rapide, peut-être, la voie que j'ai choisie. Parce que forcément, à 50 par 100 personnes, c'est moins que si t'as une vidéo qui fait 8 millions de vues, où là tout le monde te connaît. Je pense que ça touche moins les jeunes. Tu me disais que tes copines ne savaient pas qui j'étais, ce qui m'a pas surpris. Parce que c'est vrai que les jeunes passent beaucoup de temps maintenant sur internet, sur les réseaux sociaux, à liker, à partager tout ça. Et moins de temps dans les salles, déjà parce qu'il faut payer, parce qu'il faut sortir. Donc je pense que... Mais j'ai un public un peu plus âgé, un petit peu plus éduqué peut-être aussi. Parce que sur internet, il y a quand même la majorité des gens qui ont moins de 16 ans, donc tu perds rapidement ton public si tu as des références qu'ils connaissent pas, si tu as des trucs un peu trop compliqués. Donc je pense que c'est une voie différente qui est pas plus louable ou quoi, mais c'est vrai que c'est plus long et il y a plein de fois des producteurs, des gens qui m'ont dit fais-toi un compte Instagram, fais des vines, fais des petites vidéos de 15 secondes. Et pour l'instant, j'arrive pas. Et le jour où j'arriverai, je pense que ça me simplifiera la vie, mais j'arrive à vivre sans, donc c'est bien. Mais c'est vrai que c'est un peu la mode et les producteurs, ils n'y comprennent rien, mais ils veulent tous que tu le fasses quand même. Tu as fait de la radio et de la scène. Visiblement, tu préfères le stand-up. Pourquoi? La radio, c'est un truc super ingrat, c'est que tu es dans un studio avec genre, souvent, en tout cas une personne, maximum 3 ou 4. Tu fais des blagues. Et si ces 3 personnes ne rigolent pas, il n'y a pas de rire du tout. Et pour le mec dans sa voiture, s'il écoute qu'à moitié, il va se dire c'est pas drôle. Tandis que dans une salle, t'as 100 personnes, de nouveau, il suffit d'en faire rire la moitié, c'est déjà 50 qui rigolent. Donc la radio, c'est un peu ce baptême du feu où tu dois faire rire les mecs à côté de toi, même s'ils n'ont pas forcément le même humour que toi, etc. Donc c'est beaucoup plus difficile d'être drôle à la radio, surtout tu choisis pas l'endroit où les gens t'écoutent. Peut-être qu'ils sont en train de faire à manger, peut-être qu'ils sont dans leur voiture, qu'ils doivent être attentifs. Tandis que la salle, ils sont venus pour te voir, ils t'écoutent, et c'est déjà un truc qui est gagné de plus. Donc moi, on m'a fait plusieurs fois la réflexion, oh, je t'aime pas à la radio, mais ce soir sur scène, t'étais génial. Et j'aurais dit, c'est les mêmes blagues. C'est pile les mêmes, sauf que là, tu m'as écouté. Donc il y a un truc un peu frustrant des fois, c'est que t'as l'impression de faire ça dans le vide à la radio, mais en même temps, c'est vachement important pour toucher plus de monde, pour que ton nom circule. Moi, c'est la radio un peu qui m'a permis de... C'était une étape importante dans ma carrière, d'abord à la première, après LFM. Donc c'est vachement important, mais c'est très difficile et c'est moins qualitatif, vraiment. Et la scène, c'est beaucoup plus de plaisir. On dit de toi que tu fais partie de la relève, en tout cas certains te présentent comme ça. Ça, c'est un peu un code pour dire que je suis pas encore connu, si jamais. Quand on dit fait partie de la relève, ça veut dire on sait pas qui c'est, mais peut-être qu'un jour. Tu as 26 ans et justement pour toi, quand est-ce que tu ne seras plus un jeune prometteur, mais un humoriste reconnu? Dans ma tête, quand je vois des gens de 14, 15, 16 ans monter sur scène, je me sens déjà très très vieux. Quand je me dis que j'ai 10 ans de plus et qu'il y a 10 ans, j'étais très loin de ce niveau parce que j'étais à 50 commencé, donc... ça dépend à qui tu te compares. Quand je joue avec Marie-Thérèse Porchet ou avec des gens qui ont 20 ans de métier, oui, je me sens comme un bébé parce que ça fait 4 ans que je fais ça et j'ai plein de trucs à apprendre. Quand je joue avec des jeunes qui viennent de commencer et qui me disent qu'ils regardent mes vidéos et qui me posent des questions, ça fait déjà bizarre parce que j'ai l'impression d'être à leur place il y a 2 semaines alors que ça fait un petit peu plus longtemps que ça. Je sais pas, 30 ans on est plus jeune. Je sais pas quand c'est qu'on est plus jeune. Je pense que Vincent Veillon, il a pas 30 ans et on dit pas qu'il est de la relève, c'est juste qu'il faut devenir assez connu, je crois. Quand tu fais plus partie de la relève, c'est que t'es installé, donc c'est ce que je vise. Un jour tu seras vieux, comme tu viens de le dire, un petit peu comme les inconnus, et puis peut-être qu'un jour tu nous présenteras la relève sur scène. Comment tu vois cette relève? Est-ce que les inconnus ont bien vieilli déjà? Ça, c'est une question qu'on a en droit de se poser. Mais c'est ça un peu le problème, c'est que quand t'atteins des sommets comme l'ont fait les inconnus, qui étaient vraiment la référence ultime francophone de l'humour, c'est très difficile de faire mieux.
Et donc ils ont quasi tous arrêté l'humour. Et ça, j'espère que ça m'arrivera jamais de dire j'ai atteint mon pic et il faut que je fasse autre chose. Il y en a deux, il y en a un qui fait de la chanson, il y en a un qui fait du dramatique et il y en a un qui fait de l'humour, mais quand même nettement moins bien qu'à l'époque. J'ai oublié ta question. Toi aussi. Tu m'as dit les inconnus, je suis parti sur les inconnus. Ah oui, peut-être qu'un jour je présenterai la relève. Ah ouais. D'avoir un gala où je peux présenter des gens, des potes, des gens qui montent, ouais, ce serait bien. Ça n'a aucun sens maintenant parce que la relève, il y en a qui sont plus vieux que moi, comme tu l'as dit, il y en a qui sont. Et comme j'en fais partie, ça n'a aucun sens. Mais un jour, dans 5-10 ans, pourquoi pas, ouais. Présenter un gala à Montreux, c'est un truc. Ce serait une étape cool, ouais. Tu t'es produit il y a pas longtemps dans le Temple de l'Humour en France, au Jamel Comedy Club. Temple de l'Humour, tu sais que c'est pas la bonne religion. Ouais. C'est peut-être la mosquée de l'humour. Tu vas avoir des problèmes, Mallory. C'est pas grave. Mallory Isoar, c'est le mec comme ça, si les gens veulent le retrouver. Qu'est-ce que ça fait de jouer dans la cour des grands ? C'est très bizarre en fait, parce que tu sais que cette émission, elle est très connue, tu sais l'impact qu'elle a, mais en même temps la salle est assez petite. Elle n'est pas beaucoup plus grande que le Lido à Lausanne, pour ceux qui connaissent. T'as la moitié de la salle où il y a des caméras, et t'as presque plus de caméras que de spectateurs. C'est un public d'émissions télé, donc c'est une agence de casting qui les choisit, etc. Il y avait très peu de gens qui me ressemblaient, étonnamment. Il y avait très peu de blancs à lunettes dans ce public-là. Et du coup, c'est très flippant parce que t'es là, il y a 60-70 personnes. C'est eux qui vont être le référent pour des centaines de milliers de téléspectateurs. Et c'est comme un peu à la radio. Tu dois faire rire ces gens-là pour que les gens chez eux rigolent. Parce qu'on a un peu le rire communicatif. Où si personne rigole, on se dit que c'est pas drôle. Donc j'étais très 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 stressé. Et je me demandais si j'allais faire rire ces 70 personnes-là. Il y a eu plusieurs répétitions où personne n'avait rigolé. Donc j'étais pas spécialement en confiance dans ce lieu-là. T'as quand même un monsieur qui s'appelle Jamel Debbouze qui est juste à côté. Qui te regarde. Et t'es là, lui, j'aimerais bien le faire rire et j'aimerais bien qu'il sache qui je suis, etc. Donc c'est énormément de pression. Tu sais qu'en 5 minutes, tu joues une partie de ta carrière. Moi, je sais qu'on n'était pas beaucoup de Suisses à être passés là-bas. Donc il y a un peu une étape où t'es là, je représente aussi un peu le pays. Il y avait Marina Rollman qui était dans un épisode juste après. Donc on sentait un peu les deux la pression. Et pour elle comme pour moi, ça s'est bien passé. Donc c'est un énorme soulagement. Et c'est très très rapide. C'est presque comme un athlète de haut niveau. Tu montes sur scène, tu fais 5 minutes, tu descends et t'as toute la pression qui se relâche. Je crois que j'ai dormi 2 jours après. Justement, tu as joué quelques dates en France, il me semble. Ouais. Tu commences à conquérir le public suisse. Est-ce que c'est un objectif d'aller en France et puis de... Moi, je dis toujours que je suis très bien à Lausanne. Alors au comptoir, je sais pas, mais à Lausanne en général, j'aime beaucoup. Si je pouvais faire toute ma carrière à Lausanne, je pense que je signerais. Le problème, c'est qu'on est peu. On est quand même 2 millions de francophones en Suisse, répartis sur un territoire assez grand. À Paris, ils sont 12 millions sur un plan de métro. Donc tu peux jouer tous les soirs, t'as toutes les émissions de télé, toutes les émissions de radio, tous les producteurs sont au même endroit. Donc ça va plus vite, tu te frottes un peu au meilleur. Et je me suis un peu forcé à aller à Paris parce que j'avais pas très envie, parce que je suis pas fan de cette ville à la base. L'ambiance est quand même un peu moins bonne entre les humoristes, il y a beaucoup plus de concurrence. Mais c'est presque un passage obligé aujourd'hui si tu veux un peu t'améliorer, parce qu'en Suisse je joue 2-3 fois par semaine maximum. Et souvent c'est des soirées privées, enfin c'est pas des trucs où je peux vraiment m'améliorer. Donc c'était plus une violence que je me suis faite pour me dire ok, va te frotter au meilleur, va t'améliorer. C'est ça qui m'a amené le Jamel Comedy Club, j'ai fait des sélections là-bas. Donc c'est plus pour moi une épreuve, mais pas forcément un objectif de me délocaliser. Pour l'instant je fais des allers-retours, mais je pense qu'un jour si je peux habiter en Suisse, faire des spectacles en Suisse et aller en France quand j'ai un truc à faire là-bas, je serai plus heureux que si j'habite à Paris, qui est une ville qui m'étouffe un petit peu. On a une belle qualité de vie ici, hein, quand même. On s'en rend pas compte forcément, mais on est bien. Tu parles de tout sur scène, sans tabou, même en dessous de la ceinture. Là, il y a quand même beaucoup d'enfants, hein, on les entend. Est-ce que c'est dû à ta génération ? Est-ce que tu n'as pas peur de choquer quand même un peu ? Je pense que c'est une grande partie due à ma génération. Je pense qu'on a grandi aussi dans des milieux beaucoup plus multiculturels que nos parents et nos grands-parents. La première vague d'immigration était déjà arrivée depuis bien longtemps quand on est allé à l'école, donc on était toujours avec plein de gens d'origines différentes, donc ça n'a jamais été un tabou pour moi. Je pense que la liberté d'expression a beaucoup progressé aussi. On a toujours eu l'habitude de pouvoir dire ce qu'on voulait à tout âge. Donc moi, il n'y a rien qui me choque. Et je pense que notre génération, il n'y a quasiment rien qui nous choque. Et l'humour noir me fait rire. Mais je sais que mes parents, mes grands-parents, ils n'aiment pas quand c'est en dessous de la ceinture. J'ai des remarques parfois. Mais oui, c'est un truc de génération. Et je pense quand même que ça va dans le bon sens. Parce que maintenant, si des gens n'aiment pas ça, il y a des humoristes qui ne le font pas. Si les gens aiment ça, ils peuvent trouver. Tandis qu'à une époque, c'était une vraie censure, c'était une interdiction. Et ça, pour moi, c'est pas la solution. Je comprends que des gens n'aiment pas mes blagues un peu plus trash. C'est leur droit, mais c'est mon droit de le faire. Et c'est à eux de choisir ce qu'ils aiment. Mais j'ai l'impression que ça va continuer dans ce sens-là, même si
Il y a plein de gens qui disent il y a un retour du politiquement correct, tout ça, je suis pas d'accord. J'ai l'impression qu'on a le droit de dire de plus en plus ce qu'on veut et les gens trient ce qu'ils ont envie d'entendre. Tu l'as dit toi-même, t'as un peu un humour sur la retenue, un humour un peu sérieux si on peut appeler ça. Moi je suis sérieux, je sais pas si mon humour est sérieux, mais c'est pas moi qui vais rigoler à mes propres blagues déjà parce que je les ai écrites donc elles me surprennent pas. Mais je suis pas un showman, ouais, je suis pas un mec qui va faire le clown sur scène. On risque pas de te croiser comme Gad Elmaleh, courir sur scène et tout ça. Bah, je suis payé pareil sans transpirer. Je vois pas pourquoi j'ai commencé. Non, mais je sais pas faire ça. Je sais pas faire. Enfin, je suis pas un comédien, je suis pas un clown, je suis pas un excité. Moi, ce que j'aime, c'est écrire et raconter mon texte sur scène. Donc tant que ça marche, je me pose pas de questions. Mais oui, non, je sais pas faire ce que fait Gad Elmaleh. Tu me verras jamais avec une guitare, tu me verras jamais faire 8 personnages de suite parce que je serais mauvais, tout simplement. Et je pense que c'est ça un peu le danger, c'est que maintenant les humoristes, ils voient un peu à la télé ces types qui savent tout faire et ils font tout mal. Pas, les mecs à la télé le font très bien, mais les gens qui les imitent, les jeunes qui débutent, vaut mieux identifier ce que tu sais faire, le faire très bien, et puis au bout d'un moment, si t'en as marre, faire autre chose. Mais déjà faire un truc bien, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de boulot. Moi, j'en ai encore des centaines devant moi, donc pour l'instant, déjà le truc sérieux sur scène au milieu à parler, je l'ai pas encore maîtrisé, donc je vais continuer à bosser là-dessus. Justement, tu traites des sujets d'actualité, des sujets qui sont parfois chauds, avec ironie et cynisme. Pourquoi tu as choisi cette voie-là dans... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait déjà. Il me semblait que ça manquait un peu. Quand j'étais ado, il y avait la soupe qui faisait ça chaque dimanche. Après, ça a été remplacé par l'agence. J'y étais un petit peu. On a eu toujours une tradition d'humoriste d'actualité en Suisse, mais dans ma génération, il n'y avait pas vraiment. Les gens s'intéressent de moins en moins à l'actu, les jeunes. Je pense à Bossan Labo 24, tu t'en rends compte. La politique, ils y connaissent rien. Donc il y avait un truc un peu, moi je sentais que c'était un vide. Les gens faisaient toujours les sketchs un peu sur les mêmes sujets. Les gens de mon âge, c'était les relations hommes-femmes, les boîtes de nuit, les sorties, les accents, les filles font ça, les mecs font ça. Et moi c'est des sujets qui me touchaient moins, j'ai l'impression que c'est déjà tout fait. Et puis que l'actualité c'est un vivier déjà, ça change tous les jours. T'as de l'inspiration. Et j'aimais bien cette contrainte de dire ok, tu dois parler de ça maintenant, comment tu vas t'y prendre. Et ça ouvre pas mal de portes dans le sens où tu peux bosser à la radio, parce que la radio tu dois écrire tous les jours. Écrire tous les jours sur les relations hommes-femmes c'est compliqué parce que ça change pas beaucoup depuis des centaines d'années. Tandis que l'actualité, tous les matins tu te lèves, tu ouvres le journal et t'es là ok, aujourd'hui je vais parler de ça. Donc ça permet de bosser à la radio, un tout petit peu à la télé. Et c'est vraiment un bon créneau et c'est un créneau qui me plaît. Alors maintenant ce que j'essaie de faire c'est de garder l'actualité pour les médias, pour les trucs éphémères, et de parler de trucs un peu plus intemporels sur scène, parce que quand tu dois changer ton spectacle toutes les 2 semaines parce que des choses ne sont plus dans l'actualité, c'est beaucoup de boulot et j'essaie de me l'épargner un tout petit peu parce que par moment j'ai galéré vraiment en disant est-ce que je peux encore parler de la Coupe Davis, ça fait 3 mois que c'est fini, enfin tu vois, des trucs un peu comme ça. Donc j'essaie un peu d'avoir des trucs plus intemporels sur scène qui vieillissent un peu mieux, parce que l'actualité a ce défaut que très rapidement les journaux changent, passent à autre chose, et du coup toi aussi tu peux plus en parler. Donc toujours dans le sérieux, il y a quelques temps tu as fait une série de vidéos pour la RTS qui s'appelle, attention, l'abstention. Je te laisse le dire parce que... C'est l'abstentionniste. Voilà. Quelqu'un qui s'abstient. Quelles ont été tes motivations justement à parler politique pour la télé ? Alors étonnamment pour le service public c'était très bien payé. Je sais pas d'où ils ont sorti ce budget. Mais c'est eux qui sont venus me chercher. Ils m'ont demandé... ils font ça chaque cycle électoral. Ils ont un humoriste qui prend en dérision les partis. Ils ont pris des gens un peu plus vieux d'habitude. Il y a eu Marie-Thérèse, il y a eu Laurent Désus, il y a eu Laurent Nicolet. Et là, ils voulaient un jeune, justement, parce que les jeunes ne s'intéressent pas assez. Et c'est eux qui m'ont proposé ce concept de l'abstentionniste, parce qu'il y a un vrai problème de jeunes qui votent pas. Et après, j'étais un peu coincé. Je me suis rendu compte que moi, le message que je voulais donner, c'était d'aller voter, justement. Avec un personnage de mec qui vote pas, c'était un peu compliqué. Donc j'ai mis du temps à trouver l'angle. Mais c'était un peu ça ma motivation. Et aussi parce que je réalise que la politique suisse, comme je peux en parler très peu dans mes spectacles, je l'ignore un tout petit peu, je la connais en surface, mais je m'y étais jamais vraiment plongé. Donc là, tout l'été, j'ai épluché tous les programmes de partis. Alors, je vous le recommande pas, mais du coup, pour la première fois de ma vie, je sais exactement pour qui je vais voter. Et j'ai reçu beaucoup de retours de politiciens et de gens très impliqués en politique ou très friands de ça, que pour une fois, on arrive à être drôle sans dire de conneries. Et ça, c'était vraiment mon objectif. Je voulais pas dire de trucs faux. Déjà, j'avais un journaliste politique de la RTS qui vérifiait tout ce que je disais et qui m'a fait enlever quelques trucs parce qu'ils allaient avoir des procès. Donc... je voulais essayer d'expliquer la politique de façon simple et de façon amusante, et que les gens se disent ok, pour des trucs marrants de politique, on n'a pas besoin de regarder aux États-Unis, on a besoin de regarder en France, même si c'est quand même beaucoup plus drôle dans ces 2 pays, mais on a aussi des trucs marrants en Suisse,
Et j'ai l'impression que c'était pas trop mal réussi, donc c'était une grosse satisfaction. Dans ta bio, qu'on peut retrouver sur ton site, tu te décris... Que j'ai écrite, je crois. Oui, mais au début tu nous fais croire que non, mais on se rend compte que... Écoute, voilà. Tu te décris un petit peu comme le premier de classe, l'intello geek par ton style. Quel type de jeune tu as été avant d'être ce jeune que tu es aujourd'hui? J'étais déjà plus jeune, avant d'être moins jeune. J'étais le premier de classe. Voilà, j'avais la gueule, donc autant avoir le rôle aussi, tu vois. Je veux dire, ça servait à rien d'être le mec cool. Non, j'étais un peu les profs, mais ils savaient pas trop quoi faire de moi, parce que d'un côté, je faisais des bonnes notes, mais d'un autre côté, je chahutais pas mal, et j'avais toujours un truc à répondre, etc. Et du coup, ils pouvaient pas m'engueuler parce qu'ils savaient que je m'en sortais, puis que j'avais, tu vois, le truc typique de prof, qu'est-ce que je viens de dire? Bah, j'arrivais, parce que je regardais le tableau, puis je comprenais de quoi ils parlaient. Du coup, ils engueulaient toujours mes voisins, parce que eux, ils faisaient forcément des moins bonnes notes, et moi je leur parlais, je les embêtais, et puis c'était eux qui se faisaient engueuler. Donc j'étais détesté de mes profs et de mes voisins. Donc c'était ça un peu à l'école, mais sinon j'étais pas vraiment le clown. Non, j'étais mal à l'aise quand tout le monde me regardait, et j'ai appris à vivre avec maintenant, et là il y a des gens qui me regardent. Donc pour finir cette interview, puis avant de donner la parole au public, on va tous finir vieux. Est-ce que tu penses que normalement, tu vas... hein. Oui, normalement. Il y a quand même des chars d'assaut là-bas, c'est un peu flippant, on ne sait pas ce qui va se passer là. Ils préparent l'invasion de quelque chose, la brigade blindée là. Est-ce que tu penses que tu vas finir vieux et con? Bah c'est déjà bien parti, hein, parce que il me manque plus de devenir vieux maintenant. Je pense que je vais être vieux aigri. Quand je vois certaines de mes réactions de jeunes cons, je pense que je vais être très très aigri très rapidement. Mais j'espère que je vais rester drôle. J'espère. C'est le seul truc que j'espère, c'est que dans 40 ans, il n'y aura plus le comptoir. Ça c'est quasiment sûr. Parce que je pense que ça se voit quand même qu'ici, ça a été fondé avant Internet. Parce qu'un endroit où tu payes pour acheter des trucs encore après, je vois pas en quoi ça a encore une raison d'être. Mais dans 40 ans, j'espère qu'on sera ailleurs et que tu me reposeras des questions et que je serai pas redevenu comptable. Je l'espère aussi alors. Du coup, est-ce que le public a des questions à poser à Thomas Wiesel? Oui, ah, monsieur, avec la chemise Bordeaux. Qu'est-ce qui vous ont fait enlever vos journalistes politiques? Oh, c'est pas ça le problème. Non, d'ailleurs, je l'ai gardé dans mon spectacle parce que ça, le procès, il me vient à moi, donc ça, j'assume. C'était des gags. Le MCG, j'ai beaucoup enlevé. Sur Eric Stoffer, sur Mauro Poggia, leur mariage, un peu se marier avec une étrangère pour faire croire qu'on n'est pas raciste, je trouvais ça assez malin. Et ça, ils aimaient pas trop parce qu'ils trouvaient que c'était des attaques un peu personnelles. La biographie d'Eric Stoffer qui a fait des coups d'état en Haïti, qui a vendu des oiseaux exotiques, des trucs comme ça, je me suis moqué, ils aimaient pas trop parce qu'ils ont dit que Eric Stoffer, dès qu'on en parle, il colle un procès. Et puis après, beaucoup de choses que j'ai dû enlever simplement parce qu'ils voulaient que ça dure 1 minute. Et que moi j'avais 2 minutes et demie par partie, donc il y a des trucs, tous les trucs, les attaques un peu perso se sont enlevées parce que je m'attaquais plus aux parties. Mais ils ont été très très cool. Mais il y a quand même 1 ou 2 trucs qui m'ont accepté, puis après au montage ils ont enlevé. Et là je pouvais plus rien faire. Non mais la RTS c'est vraiment, ils censurent très très peu. Même quand j'étais à la radio, ils te laissent un peu tout dire. J'ai reçu parfois des lettres après coup d'associations de défense, etc. Parce que c'est leur boulot de gueuler quand on parle de leur sujet. Mais on a des médias d'État qui sont très très permissifs et c'est vachement bien, il faut défendre ça. Bien sûr. Dernière question, après il faut que j'y aille. On a tous des trucs à faire, monsieur. Que pensez-vous de la presse européenne qui en fait est somme toute extrêmement biaisée? À gauche. Dans tous les sens, pourvu que c'est anti-Poutine, anti-Chine, anti-Russe, anti-tout. Vous avez commencé par dire européen et je pense que... Ouais, bah alors on va pas forcément s'entendre sur ce sujet. Mais je pense que la presse européenne... Voilà, quand je vous dis que le comptoir va se terminer, je sais pas où va aller ce monsieur. Je pense que la presse européenne est européenne par définition, donc qui traite les choses d'un point de vue européen. Et d'un point de vue européen, Poutine est assez effrayant parce que c'est le retour de la Grande Russie. Je pense que le métier de journaliste tend à gauche et que le métier de politicien tend à droite. Donc quelque part, il y a un équilibre. Voilà, c'est ça ma réponse. Merci monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ou d'autres personnes qui veulent crier des trucs racistes en passant, je sais pas, ça c'est aussi un rôle que... Personne. On n'est pas loin des caves, c'est vrai. Mais je préférais Bourki quand il travaillait aux 24 heures. Je trouve qu'il a... C'était pas Bourki, pour ceux qui n'ont pas la vidéo.
Ok, alors super. Merci en tout cas Thomas de nous avoir avec accordé ce plaisir. moment-là et puis en espérant te retrouver dans 40 ans sur une grande scène à présenter un petit jeune. Ouais, Voilà. ou se retrouver avant quand même, d'abord. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis et puis à bientôt pour de prochaines aventures.